pour la paix. Camerounais, Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Camerounais, Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Ensemble on avance, oh, story, story, make I tell you a little story. I want to run for president, I get a big dream, make we hold hands together, oh. Non à la guerre au Cameroun, non au tribalisme, oui pour la paix. Camerounais, Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Camerounais, Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mosaïque. Bienvenue sur Canal 2 International. Comme chaque soir, quand il est 21h30 le mardi, eh bien, nouveau numéro, nouvelle thématique sur votre programme Mosaïque. Ce soir, la santé, oui, le système de santé est au cœur de nos échanges, depuis l'offre de soins jusqu'à la couverture santé universelle, en passant naturellement par le médicament. Nous faisons un peu le point sur la santé de la santé publique camerounaise, justement à la lumière du défunt Bléyo, le tout petit garçon qui est décédé, on s'en souvient encore, du côté du lycée bilingue de Délo, du côté de Douala. Et justement, cela fait partie des motivations de cet autre thème qui a donc trait, à titre de rappel, à la santé de la santé publique camerounaise. Adon Gefa, bonsoir. Bonsoir Ghislain Pierre Issono, madame, messieurs, bonsoir. Santé, vous l'avez dit, Ghislain, on en parle ce soir, un peu comme le diagnostic à faire sur un malade qui souffre, mais dont les moyens sont limités pour s'offrir des soins, même les plus urgents. Au cours de cette édition de Mosaïque, nous convoquons un passé peu reluisant qui englobe les cas comme celui de Monique Oumatekel, décédée dans des circonstances troublantes à l'hôpital à Quintini de Douala. Nous observons un présent quelque peu agité, avec une montée de température au ministère de la Santé publique, avec le ministre de la Santé publique justement qui multiplie des décisions. Nous convoquerons également le futur avec l'espoir d'une santé plus forte et plus préventive, assise sur la couverture santé universelle. C'est un espoir, objet de la quête gouvernementale actuelle. Et justement pour l'exercice ce soir, 4 personnes convoquées sur notre plateau, acteurs bien représentatifs du secteur de la santé. Je commence par Dr Pierre-Yves Basson, bonsoir. Bonsoir Arnaud, et merci de m'avoir invité. Bonsoir mes co-panélistes et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors vous êtes médecin, vous êtes, votre spécialité c'est la neurologie. Exactement. Il y a votre dernière affectation qui avait fait beaucoup de débats dans le milieu de la santé et même dans la sphère médiatique. Vous êtes toujours à Solomo? À Somalomo, plutôt. À Somalomo. Non, je ne suis pas à Somalomo. J'ai été relevé mes fonctions il y a à peu près 8 mois. Donc à l'heure actuelle, je suis censé être à la direction des ressources humaines. Voilà, c'est selon le ministère de la Santé publique, c'est là où je devais être. Donc l'affectation peut-être, elle a eu à faire du bruit, bon, mais pour nous, pensons que le ministère de la Santé publique fait avec les armes qu'il a. Et nous, en tant que syndicalistes, nous faisons également notre boulot. Vous avez travaillé là-bas pendant combien de temps? À peu près 15 mois, à peu près 15 mois, avant d'être relevé de mes fonctions. Alors, Abdul Razak, il faut avouer que votre nom est un peu difficile. On vous a connu surtout sur les plateaux de télévision comme président du Conseil national de la jeunesse. Vous êtes homme politique, je ne vais pas dévoiler votre parti politique ici. Mais une autre casquette très peu connue, vous êtes administrateur de la santé. C'est une profession mal connue, peu connue des Camerounais? C'est une profession comme tant d'autres et qui est en train de faire son bout de chemin depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Et nous espérons que nous allons montrer une fois de plus de quoi cette profession est capable et ce qu'elle apporte dans la construction du système santé camerounais. Au quotidien, qu'est-ce que vous faites en tant qu'administrateur de la santé? De prime abord, d'après le décret 2001,
Le rôle de l'administrateur principal de la santé, c'est l'administration et la gestion des structures sanitaires. Bienvenue donc à vous, Abdoulaye Razak. Vous êtes un invité prestige à l'occasion de cet autre rendez-vous. J'accueille maintenant le docteur Christophe Ampoua. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Justin Pierre. Bonsoir, Arnaud Moukat. Aussi bonsoir aux panélistes que vous avez présentés tantôt. Et je voudrais enfin finir en disant bonsoir à tous ceux qui nous regardent ici et à travers le monde, je suppose. Allez, vous êtes pharmacien de formation, mais également pratiquant. D'autres casquettes, on va les dévoiler. Vous êtes par ailleurs le vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Et on doit également signaler sur le plan international que vous êtes le secrétaire permanent du Forum pharmaceutique international. Comment vous trouvez le temps pour meubler tout cela, pour pouvoir effectivement répondre présent à toute cette tâche un peu plus lourde? En essayant d'être organisé, en essayant de mettre de la passion dans ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait est important pour les populations et la santé publique en général, et également en pensant que nous avons, chacun d'entre nous, une contribution à faire. Nos vies sont des contributions et nous devons nous donner à ce que nous savons faire ou ce que nous pouvons faire. Anou Gefak et moi-même, nous nous sommes investis à faire représenter officiellement le ministère de la Santé publique sur ce plateau. Cela n'a pas prospéré. Nous allons donc avoir cet autre débat avec nos trois prestigieux invités. Alors Anou, on commence tout de suite avec la question des infrastructures, mais également de l'offre de formation, s'agissant justement de l'accès du séjour et de la sortie des Camerounais au niveau des centres hospitaliers. Effectivement, Ghislain, je vais commencer justement par un praticien qui est juste à côté. Il s'agit du docteur Pierre-Yves Basson. En convoquant quelques chiffres, docteur, la carte sanitaire aujourd'hui présente au Cameroun près de 2400 formations hospitalières reparties en 7 hôpitaux généraux, 8 hôpitaux centraux, 14 hôpitaux régionaux, 189 hôpitaux de district, 234 centres de santé intégrés. On peut y ajouter de nombreuses cliniques et autres officines privées. C'est pas mal pour un pays comme le nôtre, le Cameroun, qui est un pays à revenus intermédiaires, diraient certains. Oui, tout diront à fait. Certains. Tout à fait, non, c'est pas mal. En réalité, nous pensons d'ailleurs que notre pays a pas mal de centres de santé, de formation sanitaire. Parce que, par exemple, j'ai été au Sénégal, j'ai été en France. Je pense que le Cameroun n'est pas mal loti. Le véritable problème, ce n'est pas le nombre de formations sanitaires, mais c'est l'efficacité des formations sanitaires. On peut avoir plusieurs formations sanitaires et ne pas atteindre des objectifs. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il y a des formations sanitaires. C'est comme si à Yaoundé, il y a beaucoup de gens qui sont à Yaoundé, qui peuvent voir les hôpitaux de leurs yeux, mais qui n'arrivent pas à se soigner. Donc le véritable problème, ce n'est pas le nombre de formations sanitaires, c'est l'accès et la disponibilité des soins. Mais c'est quand même un acquis notable qu'il faut mettre sur la table en termes infrastructurels. Oui, tout à fait, c'est un acquis, mais le véritable problème, c'est que la course au nombre d'infrastructures peut nous aveugler, parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est que les infrastructures qui sont déjà là ne sont pas utilisées à bon escient par les Camerounais. Alors, questionnons l'efficacité de ces formations hospitalières en commençant par le plateau technique. Quel est le préalable pour un centre de santé, le préalable pour une formation hospitalière? Oui, pour une formation hospitalière, disons que le Cameroun ne va pas réinventer la roue. Il y a les standards internationaux et il y a les normes internationales qu'il faut respecter. Ça veut dire que pour une formation sanitaire, vous devez définir votre cahier de charge. Ça veut dire que si nous disons aujourd'hui que nous voulons un centre de santé, nous savons que dans un centre de santé, les gens qui sont censés y exercer, c'est le paramédical. Ça veut dire qu'il n'y a pas de médecin. Donc il y a un cahier de charge pour les infirmiers qui sont censés y être. Et quand on dit un cahier de charge, c'est en termes d'actes qu'on pose. Et ces actes doivent être posés dans un cadre d'équipement qui respecte la norme. Donc voilà, à partir de ce moment, lorsqu'on a défini les objectifs d'une formation sanitaire, ça peut être un centre médical qui comprend un médecin peut-être généraliste, ça peut être un hôpital régional qui a des médecins spécialistes, mais selon les objectifs initiaux de la formation sanitaire, alors il y a un cahier de charges qu'il faut respecter. Maintenant, parce qu'en fait, la tendance qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a un bâtiment, on l'appelle hôpital. On peut dire que voilà, on a un hôpital général, on a un hôpital régional. Qu'il y ait le personnel qu'il faut ou non, on peut trouver des services où il n'y a pas forcément les standards qu'il faut en termes de ressources humaines et en termes d'équipement. Donc en fait, si on peut se résumer, c'est que pour
un préalable par rapport à l'information sanitaire, il faut respecter des standards par rapport aux objectifs en termes de ressources humaines, en termes d'équipement et en termes d'infrastructures. Abdoulaye Razak, quand vous écoutez votre voisin de droite parler, l'administrateur de santé que vous êtes s'est dit on a beaucoup avancé quand même. En tout cas, le Cameroun a réussi l'intégration par l'infrastructure sanitaire. Merci. Déjà en termes d'infrastructure, nous en avons. Nous pouvons dire que le Cameroun en a énormément. Mais il faut noter qu'il y a deux catégories. Il y a les formations sanitaires dans les établissements publics hospitaliers qui sont de première catégorie et il y a la deuxième, troisième jusqu'à cinquième catégorie qui sont aussi des formations sanitaires. Et il faut noter aussi qu'en termes de formation sanitaire, nous observons au Cameroun, on peut dire que c'est la prévention qui a un problème au niveau de la promotion de la santé, parce que si on arrive déjà à l'hôpital, c'est trop tard. Alors, la santé publique, c'est d'abord la promotion. La prévention. Donc, quand on parle de la santé publique, c'est la prévention. Le gros du problème, c'est au niveau de la prévention. C'est au niveau de la symphonie qu'il faille mettre entre les différents corps qui constituent la santé publique. Parce que le statut particulier des personnels de la santé publique, ils sont au nombre, dans ce statut, nous sommes au nombre de 8 corps. Il y a les médecins, il y a les chirurgiens dentistes, il y a les techniques biomédicales, il y a les génies, il y a les techniques médico-sanitaires, il y a les génies biomédicales, il y a les administrateurs de la santé, et il y a les infirmiers. On va en savoir un peu plus peut-être en deuxième partie quand on va évoquer la ressource humaine, mais je voudrais qu'on reste sur les infrastructures. Vous, en tant qu'administrateur de la santé, lorsque vous administrez les institutions hospitalières ou gérez les institutions hospitalières, vous tenez la question d'infrastructure sur quel bout? La création d'une formation sanitaire obéit d'abord à un certain nombre de critères. On ne crée pas une formation sanitaire pour créer. Donc, toutes les formations sanitaires qui ont été créées au Cameroun, c'est basé sur un certain nombre de critères. Donc, maintenant, la gestion d'une formation sanitaire est fonction de plusieurs paramètres. On ne gère pas une formation sanitaire parce qu'il y a seulement un décret qui la crée. Il faut d'abord le personnel, il faut l'environnement, il faut le plateau technique, il faut le bâtiment. C'est un ensemble. Et la santé publique, quand un patient se présente dans une formation sanitaire, ça commence par l'entrée, la sécurité, le jardinage, l'accueil, le traitement, la sortie, la buanderie. C'est tout un armada. Et si un élément de ce processus est oublié, on observe ce qu'on est en train de vivre. Je vous relance sur ce coup-là. Vous pensez que, au regard des éléments que vous énumérez, le Cameroun dispose de combien d'hôpitaux, parlons de façon prosaïque? Non, c'est en fonction des catégories. Qui respecteraient toutes les normes auxquelles vous avez fait allusion. Avant de créer un hôpital, une formation sanitaire, on a respecté les conditions. Nous avons les hôpitaux de première catégorie parce qu'ils obéissent aux critères de création d'un hôpital de première catégorie. Et si on crée une formation sanitaire de deuxième catégorie, c'est parce qu'elle respecte les critères pour la création. Mais maintenant, en fonction de l'environnement et en fonction des disponibilités, on avance. Tout n'est pas parfait. C'est une question de conjugaison d'énergie, de toutes les ressources pour qu'on en arrive. Est-ce que sur la question d'administration, de gestion, on ne doit pas ajouter une question de régulation? Non. Qui dit manager d'une administration, d'une formation sanitaire ou bien d'une structure, il y a question de régularité, il y a une question de gouvernance. Docteur Christophe Ampouan, pour ce qui vous concerne, les pharmacies qui doivent participer effectivement à ce que les Camerounais accèdent aux soins de santé de façon universelle d'ailleurs, est-ce que le ratio en termes infrastructurels, le nombre de pharmacies dont on dispose au Cameroun, est-ce que c'est le nombre qui nous reviendrait si l'on s'en tient aux ratios internationaux? Oui, je voudrais déjà, merci, je voudrais déjà rappeler quelque chose qui a toujours échappé un peu à nos populations et surtout à ceux qui nous gouvernent sur ce plan-là. Il faut dire que quand vous parlez de pharmacie, je crois entendre dans votre interpellation l'officine de pharmacie privée. Il faut savoir que la pharmacie comprend un certain nombre de métiers. Ces métiers vont de la production
de la dispensation, en passant par la biologie clinique, en passant par la distribution, en passant également par l'hospitalier. C'est pour ça que si vous visitez un peu l'organisation de notre profession, nous avons 7 divisions, les divisions correspondant à cette façon d'exercer. Et pourquoi je voulais faire cette précision, c'est pour dire que le pharmacien et la pharmacie font partie de notre système de santé et que dans l'élaboration de la carte sanitaire, notamment, toutes ces structures pharmaceutiques doivent figurer. Ça me permet ici de faire la remarque, justement, parce que je le disais, que quand vous allez visiter la carte sanitaire, qui, selon notre réglementation, veut qu'on soit renouvelée tous les ans, je crois que la dernière fois, on a fait un travail sérieux dessus, c'était en 2016, ça avait été rendu en 2016. Exactement. Celle qui est en cours maintenant. Vous allez constater qu'on a mis les formations sanitaires et autres, on n'a pas mis les établissements pharmaceutiques, qui, comme je voudrais le rappeler, font partie de notre système de santé. C'est très important. C'est très important parce que vous allez voir plus tard que si nous parlons par exemple de ressources humaines, je ne sais pas si on va y arriver. Vous allez voir que la place justement du pharmacien dans ce système de santé est quelque peu biaisée parce qu'on a tendance à faire en sorte que, comme si il faisait partie. Maintenant, pour revenir spécifiquement à votre question, qui renvoie un peu au ratio OMS et autres, ce sont des ratios, bon, je peux vous dire qu'actuellement, nous sommes un peu plus de 1800 pharmaciens. Sur le territoire national. Au Cameroun, oui, inscrits au tableau de l'ordre, parce qu'il faut savoir que pour exercer comme pharmacien, quelles que soient les divisions que je vous ai citées tout à l'heure, que ce soit dans la fabrication, la distribution, la dispensation, l'hospitalier, privé, public, vous devez être inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Donc, ils sont un peu plus de 1800 maintenant. Dans le Cameroun dispose-t-il de 1800 pharmacies privées? Je voudrais pouvoir venir. Non, ils ne sont pas tous privés. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Certains sont dans le privé et d'autres sont dans le public. Et dans le public, vous avez le public ministère de la Santé et le système déconcentré. Vous avez également dans le public, dans les organisations de coopération multilatérale, OMS, UNICEF et tout ça. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de pharmacies disposent le Cameroun. Je voudrais y arriver. Et est-ce que cela répond au ratio de l'OMS? Je voudrais y arriver en disant que nous sommes 1800. Vous divisez par notre population, vous allez voir le ratio que ça fait. Ça fait à peu près autour de 7,4 pharmaciens pour 10 000 habitants. Moi, ce ratio, le ratio ne m'intéresse pas en tant que tel. Parce que si vous allez le comparer avec les pays de niveau à peu près égal au nôtre, vous allez voir que certains sont un peu avancés, d'autres ne le sont pas. Le vrai problème, c'est ce que le docteur Basson a dit, parlant des infrastructures, c'est-à-dire que quelle est la qualité de ces ressources humaines, comment elles sont formées, comment surtout elles sont réparties dans notre pays, dans cette carte sanitaire, pour justement donner toute la mesure par rapport à notre santé publique. Et c'est là où vous allez voir que certes, nous sommes en progrès, parce que je peux vous dire qu'il y a 5-6 ans, entre le chiffre qu'on avait il y a 5-6 ans et maintenant, il y a eu une augmentation de quasiment 80%. C'est-à-dire qu'en termes bruts, on est passé d'à peu près 900, un peu moins de 1000 pharmaciens à 1800 pharmaciens. Vous voyez? Donc, sur le territoire. Donc, la question pour moi, ce n'est pas les ratios, c'est surtout qu'est-ce qu'on a fait. Quelle est la place? Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la place du pharmacien dans le système de santé. Parlons davantage de la pharmacie et non du pharmacien, parce qu'on va revenir sur la ressource. La pharmacie, justement, dans notre système, la pharmacie n'existe que par le pharmacien. Qu'est-ce qu'on fait du pharmacien? Justement, par exemple, tout à l'heure, je suppose qu'on va en parler. Oui, ça c'est pour les besoins de structuration de l'émission. Voilà, on va en parler et je vais vous dire quelle est la place de la pharmacie. À ce moment-là, ce ne sera pas le pharmacien, de la pharmacie dans le système de santé. Qu'est-ce l'apport? Qu'est-ce qu'on doit en attendre de la pharmacie, et notamment dans le système hospitalier, puisque j'ai cru entendre un peu, quand je vois votre conducteur, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus le système hospitalier. Je vais vous dire un peu, qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne... Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou pas? Voilà.
Alors, Anon, si tu en as convenance, qu'on évoque un peu les questions de formation, Bien sûr. pour entrer un peu par la sortie du docteur Christophe Ampoam, donner la parole à Pierre-Yves Basson. Alors, docteur, au-delà de la question des infrastructures, se pose la question de la formation des personnels médico-sanitaires. Alors, quand vous faites le recensement, vous, en tant que syndicaliste, dirigeant des autres personnels médico-sanitaires, est-ce que vous avez l'impression que la formation est ce qu'il faudrait, c'est qu'on aurait dû avoir pour le cas du Cameroun, quel que soit le secteur d'activité? Ok, mais si, en fait, je pense qu'il y a toujours lieu de s'améliorer. Il n'y a aucune activité humaine qui est parfaite. Donc, je dirais que oui, on peut toujours faire mieux. Bon, maintenant, en ce qui concerne le cas d'espèce du Cameroun, ce qu'il faut dire, moi, j'aime toujours revenir aux standards et normes internationales. Ça veut dire qu'en fait, dans les universités, les facultés de médecine que nous avons, on peut se poser cette question. Est-ce que nous respectons le ratio encadreur étudiants, que ce soit chez les paramédicaux, que ce soit chez les médecins? Est-ce que nos facultés de médecine ont des laboratoires qui sont bien équipés? Est-ce que le volume horaire des formations pour être appelé médecin, pour être appelé infirmier diplômé d'État ou bien infirmier BVT sont respectés? Ça, c'est pour la formation de base, parce qu'il y a deux sortes de formation, la formation de base et la formation continue. À ces questions-là, je préfère beaucoup plus poser des questions que de répondre, parce que c'est qu'il y a beaucoup. Vous êtes là pour répondre à nos questions, hein, docteur Basson. Il est intéressant, après tous ces questionnements, de trouver des réponses, docteur. C'est un questionnement, Parce que, par exemple, moi, j'encadre les étudiants en médecine à l'université de la faculté de médecine. On a créé récemment une faculté à Tchang, à faculté de médecine à Garoua, si je ne me trompe pas. Non, en fait, parce que par rapport aux ressources humaines, le Cameroun manque de manière créable des ressources humaines au niveau de l'enseignement supérieur, notamment dans le domaine médical, pour encadrer les étudiants. Maintenant, au début, il y avait une pléiade de facultés de médecine et des instituts de formation qui ont été réduits dans une certaine mesure. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il y a toujours lieu d'améliorer, notamment d'essayer de s'arrimer aux standards internationaux. Alors, on dit que vous venez de dire la ressource manque, mais on se rend compte qu'il y a encore des médecins qui sont formés, mais qui ne sont pas toujours utilisés. Oui, c'est ça le paradoxe en fait, parce que j'aurais souhaité y revenir, parce que vous voyez, au niveau du ratio OMS, médecins, population, on se rend compte qu'on n'est pas à la norme. Mais il y a des médecins qui ne sont pas utilisés, donc nous pensons que c'est peut-être nous rappeler les normes? Oui, normalement, les standards. Selon l'OMS, normalement, il faut un médecin pour 10 000 habitants, normalement, selon l'OMS. Et les médecins qui sont au niveau du tableau de l'Ordre national des médecins, c'est à peu près 1,1 médecin pour 10 000 habitants. Donc, on pourrait même dire que selon les chiffres, on a les chiffres qu'il faut, mais malheureusement, on ne contrôle pas l'effectif. Ça veut dire qu'on peut être inscrit au tableau de l'ordre et aller exercer aux États-Unis. Donc, notre problème, c'est qu'on ne contrôle pas le flux des médecins, ceux qui sont sur le terrain. Mais selon nos chiffres, c'est à peu près 2 000 à 3 000 médecins qui exercent présentement au Cameroun, contre peut-être 8 à 9 000 qui sont inscrits au tableau de l'Ordre national des médecins. Où sont partis les autres? C'est la fuite des cerveaux que nous connaissons tous. Maintenant, les raisons de la fuite des cerveaux, ce serait un peu difficile. Vous ne les connaissez pas, ces raisons-là? Exactement. Vous êtes sincère? Oui, je suis sincère parce qu'en fait, je crois que je ne peux pas maîtriser toutes les raisons de fuite de cerveau. Il y en a qui partent tout simplement parce qu'ils recherchent de meilleures conditions de travail. Il y a d'autres qui partent pour un simple intérêt scientifique. Il y a des gens qui se déplacent pour des raisons familiales. Il y a d'autres personnes qui suivent leur famille à l'étranger. Abdoulaye Abdou Razak, je voudrais savoir, est-ce que dans nos institutions hospitalières, il y a un problème de ressources humaines, selon vous? Nous pouvons dire qu'il n'y a pas nécessairement un problème de ressources humaines, mais je pense qu'il y a un problème d'employabilité et d'utilisation de cette ressource humaine. Et je me dis, si on essayait chacun de s'interroger et d'être à sa place, les choses iront mieux. Et de deux, il ne faudrait pas seulement regarder le personnel, parce qu'on a tendance à dire personnel médico-sanitaire ou bien personnel médical. La formation, la structure hospitalière a 8 corps, comme on avait dit tantôt. C'est un ensemble de personnes. Il y a l'administratif et il y a le médical. Et s'il n'y a pas, c'est-à-dire une mélodie qui pourrait donner aux patients une confiance
en cette structure, on n'aura pas le résultat escompté. Aujourd'hui, on se dit qu'on n'a pas de médecins. Aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a pas de personnel infirmier, il n'y a pas de pharmaciens. Il y en a excessivement au Cameroun qui pourraient être au service des Camerounais. Mais maintenant, la gouvernance de cette ressource humaine crée problème. Et maintenant, la compréhension, c'est-à-dire l'interconnexion entre les différents corps crée problème. À quel niveau? C'est au niveau des intérêts, premièrement, et maintenant au niveau de la compréhension de ce qu'on appelle formation sanitaire. Le management est un problème crucial dans nos formations sanitaires au moment où nous sommes actuellement. Pourtant, il y a les administrateurs de santé. Il y a les administrateurs. L'administrateur de santé publique ne peut pas venir s'imposer dans une formation sanitaire. Je suis administrateur. Il faut comprendre les autres. Il faut travailler avec les autres. Il faut partager avec les autres. Il faut d'abord que chacun comprenne son rôle, le rôle qu'il joue dans la formation sanitaire. En ce moment, si on se retrouve où le médecin se sent en sécurité, l'infirmier se sent un peu pris en charge, et maintenant le gardien, la buanderie, le vigile, tout le monde est important dans ce maillon. Alors, à un moment, il y a eu un conflit au niveau de la gouvernance, au niveau, je ne vais pas dire de la direction, au niveau des hôpitaux. Il y a un camp qui pensait que les hôpitaux ne devraient pas être dirigés par les médecins parce que on se disait qu'il n'y avait pas un module de formation, de gouvernance sur la formation des médecins. Et aujourd'hui, avec les administrateurs de santé, est-ce que ce problème, pour vous, semble résolu? La résolution du problème n'est pas fonction du statut de la personne qu'on affecte dans une formation sanitaire. Il faut rentrer dans le décret 2001. Chacun connaît son rôle à jouer. Non, sortons un peu du décret. Je veux qu'on prenne la réalité. Dans les hôpitaux aujourd'hui, à la tête des hôpitaux, il y a des médecins. Oui. Mais on se rend compte que dans leur formation, il n'y a pas un module. Par exemple, le même module qu'on vous donne dans la gestion des établissements publics. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, résoudre le problème, c'est la formation des administrateurs de santé comme vous? La formation des administrateurs principaux de la santé a été un problème crucial parce qu'on a noté un problème de management de formation sanitaire. Mais maintenant, on a formé les administrateurs principaux de la santé. Il faut qu'on les utilise. Il faut qu'en utilisant les administrateurs principaux de la santé, qu'on ne dise pas que les autres aussi ne sont pas importants. Les autres ont leur place à jouer. C'est-à-dire, c'est une complémentarité. Que l'administrateur qui manage une formation sanitaire se retrouve à la tête d'une formation sanitaire, reconnaisse le travail du médecin et que le médecin rentre dans son couloir. L'administrateur reste dans l'administration et la gestion, l'infirmier reste dans le soin, le pharmacien reste dans sa production, fabrication, distribution, conseil, le sage-femme à sa place, le gars de la buanderie, la cuisine, la sécurité, l'accueil. Tout le monde joue. C'est une seule personne ne pourra rien faire. Mais ensemble, le patient pour lequel, si on travaille pour le patient, la population va retrouver son rôle ou bien sa place. Mais si chacun joue pour son intérêt, nous allons observer la même chose. Alors, docteur Christophe Ampouam, est-ce qu'il n'y a pas manifestement un problème au niveau du dispositif de ces différents maillons? Oui, le développement que M. Abdul Razak vient de faire est très intéressant parce qu'il nous pose justement un des problèmes que nous avons. Nous sommes là dans la structure hospitalière. Je vous ai dit que dans ma profession, il y a plusieurs autres divisions. Mais là, pour ce qui concerne l'hôpital, ce qu'il a dit est très pertinent. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne, il a parlé d'interconnexion entre ces différents corps qui constituent le personnel de santé, étant entendu que le personnel de santé, c'est toutes les personnes qui travaillent pour améliorer la santé des populations. C'est ça le personnel de santé. Et dans ce système-là, effectivement, chacun doit jouer sa partition. Il faut que les uns et les autres puissent s'entendre. Pour cela, je vais convoquer quelques raisons historiques, parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là. Pour parler par exemple des pharmaciens, les pharmaciens pendant longtemps dans notre pays ne se sont pas retrouvés en nombre suffisant. Vous parliez tout à l'heure des ratios, en nombre suffisant dans les hôpitaux. Pourtant,
pour tout ce qui concerne la pharmacie hospitalière qui comprend plusieurs unités. À l'intérieur de la pharmacie hospitalière, il y a plusieurs unités. Ça peut aller de la dispensation aux aspects cliniques, aux aspects thérapeutiques et surtout aux aspects qui sont liés à la maintenance, la stérilisation des matériels et tout ça. Pour tous ces aspects, il n'y avait pas de pharmacien et d'autres corps se sont mis à exercer cela. Et sans vouloir faire de conflit, notamment les médecins, qui étaient les plus nombreux, qui étaient, comme il a dit tout à l'heure, ils ont d'abord été faits directeurs des hôpitaux, alors qu'au tout début, c'était effectivement les administrateurs de la santé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que depuis que nous produisons beaucoup plus de pharmaciens, qu'on les envoie dans les hôpitaux, ils ne trouvent pas leur place. Pourtant, leur place est bien définie. C'est simplement qu'ils trouvent d'autres personnes qui s'occupent de leur rôle et ça fait donc ces problèmes qu'on peut observer. L'autre question qu'il faudrait adresser, c'est quoi? On a parlé de formation tout à l'heure. Dans cette formation-là, je voudrais, je suis certes pas syndicaliste, mais ça peut paraître comme cela, parce que je mets en avant un certain nombre d'atouts. Dans cette formation, le pharmacien, lui, il a une formation de gestionnaire. Dans sa formation, mais ce qui est bizarre, oui, mais ce qui est bizarre, c'est que à l'hôpital et dans le système de santé au Cameroun, vous allez voir, vous n'allez pas trouver de pharmacien délégué régional, pas de pharmacien directeur d'un hôpital. On les cantonne dans ce fameux couloir, alors qu'ils ont des modules. Donc, en fait, ce que je voudrais dire, pour ne pas insister dessus, je suis d'avis avec lui qu'il faut que chacun puisse jouer efficacement son rôle, étant entendu que maintenant, nous avons une production de ressources humaines qui va crescendo. Je voudrais quand même être sur la formation. Permettez que je dise un petit mot dessus, parce que nous avons participé à la réforme de la formation médicale, pharmaceutique et odonto-stomatologique. Je peux vous dire, et ça, si c'est moi qui vous le dis, vraiment, croyez-moi, qu'il y a avant, oui, la réforme a été faite en 2013. Elle est partie d'un constat qui avait été fait par les ordres professionnels, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des dentistes, qui avaient constaté qu'il y avait des dérives graves dans la formation. Nous avons monté un mémorandum et le Premier ministre chef du gouvernement a bien voulu nous recevoir. Quand on lui a fait état de la formation, il a créé un comité ad hoc chargé d'évaluer les universités. Il y en avait 22 à l'époque. Ça aboutit à un certain nombre de résolutions, dont la création de cette commission de formation médicale. Je peux vous dire que pour 4 points particuliers qui étaient que les curricula de formation étaient disparates, chaque institution faisait ce qu'il voulait, vous aviez la ressource humaine qui était insuffisante en qualité et en quantité, quelles que soient les filières que je vais citer tout à l'heure. Il y avait le problème d'infrastructure, les laboratoires, les hôpitaux d'application, tout ça qui manquait. Il y avait également le problème de l'éducation, formation, emploi. Je peux vous dire, ce que je voudrais faire entendre, c'est que entre ce qui se faisait à ce moment-là et maintenant, il faut dire qu'il y a un léger mieux. Ce n'est pas encore le Pérou, ça ne le sera peut-être même pas, mais il y a un mieux. Il y a un mieux parce que tout le temps j'entends, oui, la formation, elle n'est pas... Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites, surtout sur les curricula. Ça a été amélioré parce qu'il y a eu en 2015 des curricula harmonisés qui ne sont pas forcément les meilleurs. Ils vont être évalués dans quelques temps. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans les ressources humaines qui sont toujours insuffisantes. Par exemple, dans mon corps de métier, il n'y en a pas beaucoup, mais on a créé des écoles doctorales, des histoires comme ça, pour pouvoir faire en sorte que des gens puissent accéder. Donc je voulais quand même dire qu'il y a un mieux qui est fait dessus, mais on peut aller encore plus loin. Merci. Alors, docteur Basson, je voudrais que vous réagissiez parce que, parce que le docteur Ampouam, justement, a parlé de cette usurpation ou de cette substitution avare des médecins dans des corps qui constituent l'hôpital. Alors, est-ce que pour vous, il y a un problème de management de la ressource humaine dans les hôpitaux?
Oui, je Vous pense- êtes le seul médecin sur ce plateau. Je qui- pense qu'il va dans la même direction. J'avais au début évoqué l'idée de cahier de charges. Parce que le cahier de charges, ce n'est pas seulement pour les infrastructures, c'est aussi pour le personnel. Ça veut dire que, par exemple, moi, médecin neurologue, quelles sont les pathologies et les actes médicaux qui rentrent dans le cadre de la neurologie? Parce qu'en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. On le retrouve dans tous les domaines de la médecine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver, par exemple, je prends un exemple simple, vous pouvez trouver un médecin, un gynécologue obstétricien, qui pose des actes qui reviennent à un chirurgien digestif. C'est ça. Vous pouvez trouver un chirurgien digestif aujourd'hui qui pose des actes qui reviennent à un gynécologue. Aujourd'hui, en radiologie, vous trouvez des gens qui font des échographies alors qu'ils n'ont rien à voir avec la radiologie. Positif ou négatif? Non, c'est absolument négatif. Et cela s'étend également au niveau de l'administration. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un médecin, en notre formation, le curriculum, on n'a pas un module sur l'administration hospitalière. Bon, voilà, maintenant, est-ce que... Et pourtant, vous êtes jaloux de la gestion des formations hospitalières. Pourtant, vous êtes les plus peut-être. nombreux à diriger les les hôpitaux. les médecins le disent, mais nous, au niveau du syndicat, nous pensons que c'est malheureusement une erreur. Parce que vous voyez, le médecin, il est médecin. Ça veut dire qu'au niveau des hôpitaux, nous avons l'administration qui est purement administrative. Et il y a le volet médical qui revient au conseil médical. Ça veut dire qu'on peut avoir un directeur administratif d'un hôpital et avoir un directeur médical. Cela n'empêche pas, bien au contraire, on aura une meilleure synergie et de meilleurs résultats. Donc, je pense que ce qu'il dit, et c'est malheureusement... Apparemment, le CHU de Yaoundé est calqué sur ce modèle de gestion. Il y a un directeur médical. Oui, à peu près, mais c'est presque... catégorie. À peu près. Mais en réalité, le fonctionnement... Mais il reste que les dirigeants sont des médecins. Tout à fait. Dans leur majorité. Est-ce que vous, docteur Basson, vous refuserez un poste de directeur d'un hôpital? Absolument. J'ai fait la neurologie parce que je veux être médecin, je veux être clinicien. Je ne vois pas pourquoi je veux devenir administrateur. Cela ne fait absolument aucun sens. Et Donc, vous faites la passe à votre voisin de gauche? Non, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que si vous suivez mon langage, j'ai passé le temps à insister sur les standards et sur les normes. Parce qu'en fait, le problème de notre système de santé aujourd'hui, c'est exactement ce problème de standards et de normes. Par exemple, Abdourazak, il dit que nous avons assez de personnel. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'en fait, lorsqu'on dit personnel, les ressources humaines, il y a en termes de quantité et en termes de qualité. Aujourd'hui, en médecine, nous avons des spécialités qui n'ont jamais existé au Cameroun jusqu'à présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez rencontrer un gériatre qui s'occupe des maladies des personnes âgées au Cameroun, vous risquez de ne pas en trouver. En neurologie, nous avons la réhabilitation. Il y a des domaines où vous pouvez ne pas trouver des spécialistes au Cameroun. Est-ce que c'est parce que le besoin ne se fait pas sentir ou bien parce que il n'y a pas de possibilité de former? Non, le besoin se fait sentir. Le point, c'est qu'il y a la planification et la prévision. Voilà. Le point, c'est qu'il y a des réalités du terrain qui sont là. Mais malheureusement, on a peut-être l'impression c'est que soit l'information ne remonte pas au sommet, soit peut-être elle remonte, mais elle n'est pas utilisée à bon escient. Mais aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple qui est très simple. Si vous créez un service de neurochirurgie, le ministère de la Santé publique qui crée un service de neurochirurgie dans un hôpital, il sait ce qu'il faut. Il sait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il y a des spécialités connexes qui doivent aller ensemble. C'est-à-dire que si vous développez un aspect de la santé, vous êtes censé développer les autres aspects parce qu'il n'y a absolument pas un domaine qui est absolument isolé. Donc, nous pensons que c'est un problème de planification. Ouais. Il y a un besoin qui est criard. Moi, je peux vous le dire. En neurologie, on a beaucoup de sous-spécialités qui nous manquent et qu'on le ressent. Abdou Abdourazak, est-ce que quand on a identifié un problème comme celui-là, le problème d'utilisation de la ressource dans les hôpitaux, vous qui êtes de l'administration hospitalière, alors comment on le résout? Par quel bout on commence la résolution d'un problème comme celui-là? La résolution est simple. Lorsque vous avez un manager à la tête d'une formation sanitaire, il faut un plan de développement de cette formation sanitaire. Ouais. Et la réalisation d'un plan de développement de cette formation sanitaire fait appel à tous les corps, y compris la population pour laquelle vous travaillez. Et vous, c'est-à-dire vous planifiez, vous donnez un plan bien précis où tout le monde a participé. Et dans la réalisation, vous faites intervenir tout le monde. Je voudrais dire ici, avec Dr Basson, aujourd'hui, nous en avons la chance d'avoir à peu près tous les corps. Il va falloir qu'on s'asseye, qu'on se voie face à face, au niveau central, qu'au niveau déconcentré. La pyramide sanitaire, c'est du haut jusqu'en bas, stratégique, intermédiaire et périphérique. Il faut que tous ces gens s'asseyent, qu'on revoie toutes les lois
Est-ce que vous convoquez les États généraux de la santé? Je ne parle pas au nom du ministère de la Santé. Encore moins, moi je ne suis qu'un Camerounais. Est-ce que vous voyez quand même une nécessité de convoquer Il y a une nécessité de revoir d'abord tous les textes qui organisent le système de santé au Cameroun. Les textes sont obsolètes. Il faut revoir les textes. Après la mise en place... Quel est celui qui vous choque le plus? Les textes datent de 64, de 68. Qui gouverne le système de santé. Et on a engagé la réforme hospitalière au ministère de la Santé. Comme je ne parle pas au nom du ministère de la Santé, je parle en tant qu'administrateur. Donc, il faut revoir tous ces textes. Il faut un plan de développement de formation sanitaire. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Très bien. Et que tout le monde respecte ce qu'il doit faire. Alors, docteur Christophe Ampouam, on a certains autres niveaux d'interrogation auxquels je voudrais vous convier. Alors, on écoute les uns les autres qui parlent effectivement, qui posent effectivement ces questions d'harmonisation, d'actualisation. Est-ce que, comme on parlait tout à l'heure des personnels médico-sanitaires, en termes de traitement, en termes de statut, est-ce que si on doit convoquer un autre niveau d'interrogation, comme je l'indiquais tout à l'heure, la question du financement, le budget de l'État tel qu'il est consenti au système de santé camerounais, est-ce que ça vous convient? Je rappelle qu'il y a une directive CEMAC qui estime que les pays concernés doivent consentir à hauteur de 10% de leur budget public. Oui, je vais quand même y répondre tout en disant que je ne suis pas forcément spécialiste de ces questions-là, mais comme je suis quelqu'un qui est dans la société, j'essaie de m'intéresser à tout. Mais je sais que déjà pour, comment ça s'appelait encore, à Abuja, il y avait eu des directives. On est en 80, je crois. Après, il y a eu les OMD. Il y a eu les OMD au début des années 2000. Et puis, plus récemment, nous avons un certain nombre d'harmonisations qui sont faites soit dans la sous-région, soit dans la région. Donc, il y a des objectifs budgétaires qui sont donnés. Ce que je peux dire, c'est que chaque pays essaie de converger vers ces données-là, tout en faisant avec les moyens qu'ils ont. Ce que je sais, c'est que le budget du ministère de la Santé est quand même parmi les plus élevés de notre budget. Je crois que ça doit être le deuxième, le troisième. En tout cas, c'est parmi les plus élevés dans la dernière loi des finances. Mais est-ce que ça peut répondre vraiment à la question du financement de notre système de santé? Vous avez vu qu'on est en train de vouloir mettre en place la couverture santé universelle. Seulement pour la première phase, qui va couvrir la mère et l'enfant, qui, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 2021, 2026, quelque chose comme ça. On demande 1300 milliards de francs CFA. Je ne suis pas certain que, ça c'est par an, hein, je ne suis pas certain que ça va pouvoir, que nous avons les ressources nécessaires pour pouvoir mobiliser cela. Ce que je voudrais dire, c'est que je pense que notre pays va faire. L'ambition est grande, avec, voilà, il n'y a pas de moyens avec les moyens qu'on a. Cela. Est-ce que vous semblez dire que... vraiment, ça c'est un point de vue de citoyen. Hein, mais docteur Christophe, vous semblez dire que c'est le vent que l'on vend au Camerounais en parlant de la couverture santé universelle? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit du tout. Monsieur Esseux ne sait pas du tout ce que j'ai dit. Ce que je sais de la couverture santé universelle, c'est que dans sa conception, il y a un certain nombre d'activités qui passent en amont, notamment une qui est coûteuse, qui est de relever les plateaux techniques de notre système de santé, de façon à ce que, quand on a fait le costing, que l'acte médical ou pharmaceutique qui va être fait au niveau d'un hôpital de premier degré, de première catégorie, je veux dire, soit également que le coût ne soit pas très différent de ce qui va être fait dans une autre formation sanitaire. Donc, il s'agira de faire en sorte qu'il y ait une certaine équité. Mais je ne suis pas... Je pense que le système est bien pensé. Il est en train d'être bien pensé. Mais moi, c'est la question de son financement. Parce que une couverture santé universelle, le système de santé repose sur une économie. Vous ne pouvez pas le faire en dehors d'une économie qui est également prospère, où les voyants sont ouverts. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cela.
Mais je voulais, excusez-moi. Allez-y avec la parenthèse avant qu'on passe la parole à Blaise Abdallah. Je voulais réagir à quelque chose qui a été dit précédemment sur vraiment pour apprécier ce que le docteur... Très rapidement, Très rapidement, ce que le docteur Basson a dit sur les ressources humaines. Vraiment, c'est extrêmement important que chacun, que les gens soient vraiment affectés là où ils peuvent l'être. Pourquoi est-ce que je le dis? C'était pour vous donner une petite anecdote. Est-ce que vous savez que des pharmaciens affectés dans certaines formations sanitaires se retrouvent souvent en dehors de ce qu'ils savent faire? Et il y a un médecin qui est là ou quelqu'un qui est là, qui les envoie faire des consultations. Ça, ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai observé. C'est pas grave. Mais non, c'est pas le travail du pharmacien, c'est pas de faire la consultation. La consultation, c'est médical. Et ce n'est pas au directeur de l'hôpital qui est médecin de passer les commandes de médicaments. Sauf qu'aujourd'hui, donc c'est un peu ça. Donc j'étais très heureux d'entendre ce qu'il a dit parce que c'est exactement ça le problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque un peu dans des pharmacies, il y a des cabinets de pharmaciens. Est-ce que cela est légal? Qui jouent un peu ce rôle aujourd'hui, docteur? Bon, alors, là, vous soulevez un autre problème. Est-ce que cela est légal? Nous étions pour qu'on avance. Est-ce que cela est légal que dans les pharmacies, il y ait des cabinets de soins de santé? Bon, alors, permettez que je vous réponde en vous rappelant déjà quelles sont les missions du pharmacien. Là, vous êtes à la pharmacie d'officine. Bien entendu. Bon, alors, les missions de la pharmacie d'officine, c'est de préparer les médicaments, de les stocker, de dispenser. La dispensation étant quoi? Étant l'acte pharmaceutique par lequel le pharmacien délivre des médicaments dans les conditions qui respectent la réglementation. Première chose. Deuxième chose, en y ajoutant la valeur intellectuelle qu'est l'analyse de la prescription de la demande. C'est pour ça que vous allez voir un pharmacien qui va discuter avec quelqu'un qui est venu soit en ambulatoire, soit avec une ordonnance, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Il va faire également la préparation des doses administrées et il va mettre à disposition les médicaments en donnant les conseils pour leur bon usage. C'est ce qu'on fait à la pharmacie. En l'état de notre réglementation au Cameroun, il y a un certain nombre d'actes qui ne sont pas autorisés à l'officine, malgré le fait que le pharmacien puisse en avoir la formation. Tout ce qui est soins infirmiers, ainsi de suite, pour le moment. Par contre, il y a des pays dans lesquels c'est autorisé. C'est une affaire de réglementation. Si vous allez au Canada, vous allez voir que là-bas, ils ont la notion de pharmacien prescripteur. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir et le pharmacien lui fait une prescription. Le pharmacien au Canada peut prolonger une prescription faite par un médecin dans des caniveaux. Donc, c'est une affaire de réglementation chez nous. Donc, pour répondre clairement à votre question, en l'état actuel de notre réglementation, cela est proscrit. C'est proscrit. Ce sont des actes, mais dans les nouvelles missions. C'est très important que je le dise. Autant comme vous disiez que les médecins usurpent le travail des pharmaciens, autant les pharmaciens usurpent le travail des médecins. Oui, ça c'est ce que je voulais vous dire. Tout à l'heure on parlait de l'hôpital. Je vais vous donner un exemple à l'hôpital. Mais à l'officine, effectivement, il y a des actes qui, en l'état actuel de notre réglementation, sont proscrits. Tout à l'heure, il parlait des textes qui sont désuets. Et justement, les pharmaciens sont en train de réécrire, de faire une proposition. On a fait une proposition d'avant-projet de loi organisant la profession des pharmaciens qu'on a transmis au ministère de la Santé, dans lequel, justement, il y a des actes qu'on propose qui soient faits par les pharmacies. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, docteur Basson, je voudrais que vous réagissiez sur quelque chose quand même. Ghislain Pierre-Essot nous convoquait un chiffre quand même. Il y a la prescription d'Abuja qui parlait de 15% des budgets alloués à la santé. Et au Cameroun, on dit que depuis 2011 jusqu'à ce jour, on oscille entre 5,5% à 8%. Oui. Est-ce que vous ressentez ce problème aujourd'hui dans les hôpitaux? Oui, tout à fait. Vous savez, la déclaration d'Abuja, elle rentre dans une logique, c'est-à-dire que si on prend un exemple basique, c'est-à-dire qu'on se dit, si vous avez 100 000 francs par mois,
la meilleure façon de vous soigner à hauteur de vos revenus, c'est de réserver 15 000 francs chaque mois pour les dépenses de santé. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que ça, c'est d'être vraiment de manière très simpliste. Donc, en fait, ce taux qui avait été donné relève tout simplement de l'intérêt qu'un État porte aux soins de santé de ces populations. Il faut rappeler que les 5% que vous dites, on les a depuis carrément 1980. Et je revoyais les chiffres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est autour de 5% depuis 1980, ça fait 40 ans. Il y a des pays qui ont co-signé cette déclaration d'Abuja, comme le Botswana, qui sont allés aujourd'hui à plus de 10%, le Rwanda également. Donc c'est un problème de volonté politique. Je pense que par rapport à ça, il ne faut pas faire la langue de bois. Pour revenir par rapport au docteur Mpom, c'est qu'il dit que peut-être cela ne résoudrait pas le problème de financement des soins de santé. En fait, on ne s'attend pas à ce que ce soit le gouvernement camerounais qui finance la couverture santé universelle. Son objectif beaucoup plus est d'organiser les Camerounais en solidarité nationale. Maintenant, pour revenir par rapport à ce que les uns et les autres usurpent de leur fonction, je pense qu'il est temps, et c'est vraiment urgent, que de nouvelles réglementations puissent être développées, d'une part, mais surtout que les trois maillons de la santé, c'est-à-dire que les prestataires de soins, ceux qui en bénéficient et les décideurs, qu'on soit sérieux envers nous-mêmes. C'est-à-dire que nous savons ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que les décideurs savent les décisions qu'il faut prendre. Les soignants, lorsque vous êtes pharmacien, vous êtes médecin, vous savez quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Et les malades aussi le savent. Aujourd'hui, il y a des malades qui se font faire des interruptions de grossesse par des personnels. Ils savent que ceux-ci ne sont pas qualifiés. Ils le font. Donc, il y a un problème, tout le monde est complice. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qui est partagée. Je pense que si nous voulons avancer, il est question qu'on prenne conscience de nos défauts et qu'on puisse faire quelque chose. Merci, Dr Basson. On va marquer une pause, respirer un peu, mais surtout introduire une autre partie de notre débat. On va prendre un reportage. Vous vous souvenez bien, l'une des mesures du ministre de la Santé publique qui a le plus fait parler, c'était la décision concernant la libération immédiate des indigents qui étaient jusque-là détenus dans les formations hospitalières, peut-être du fait de ne pas pouvoir payer le soin. Et justement, il y a un cas, nous sommes allés à l'hôpital central de Yaoundé pour voir un pygmée indigent qui a été soigné et libéré là sur place. C'est un reportage que je vous propose de regarder. Symbiose d'humeur entre cette maman et son bébé Baka. Chaleur maternelle en expression. Bébé Wilfried est un miraculé. Après 2 mois et demi passés à l'hôpital central de Yaoundé, il est arrivé là le 27 janvier dernier, 2 semaines après une brûlure de second degré. Son père, un pygmée indigent, raconte. On était en plein sommeil. Voilà donc maintenant, vers des affaires de 3 h du matin, l'enfant s'est brûlé. Je pouvais encore faire quoi? L'enfant a passé 2 semaines de cauchemar entre l'hôpital de district et le centre de santé catholique de Lomé, avant d'être référé par évidence à l'hôpital central de Yaoundé. C'était des plaies suintantes et je dirais même purulentes et qui exposaient les os du pied, les os de la jambe et puis l'os de la cuisse, c'est-à-dire le fémur. Personnel sauveur, une prise en charge adaptée au cas. Situation d'indigence considérée. Les instructions du ministre de la Santé publique sont respectées avec une logique assise sur 3 bases essentielles selon le directeur de l'hôpital: l'humanisme, la justice sociale et la bonne prise en charge. Le système de référence, compte et référence a bien marché. Sur le plan humanisme, ce sont des gens qui sont venus de loin, qui n'avaient rien, et tout a été fait pour que la prise en charge soit la meilleure. Et il y a aussi l'aspect justice sociale, équité. Ils n'avaient rien. L'hôpital a tout fourni. Prise en charge médicale, mais aussi un bonus circonstanciel, la prise en charge alimentaire pour le bébé et ses parents. Parce qu'on savait que c'était des personnes qui n'avaient pas des gens dans les environs. Le bébé incapable de parler, ses proches témoignent et ne tarissent pas de reconnaissance. Depuis les premiers jours, monsieur le directeur s'est déplacé lui-même de son bureau, voir l'enfant et signer en même temps la prise en charge. Vraiment, moi, je ne m'attendais même pas. Je ne savais pas que le service comme ça peut se faire. La famille retourne ce jour avec bébé Wilfried bien portant, malgré la perte de sa main et de sa jambe droite.
Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Merci à vous Arnaud pour cet élément. Le temps d'ouvrir justement le boulevard de la maladie, c'est le second axe de réflexion de notre émission ce soir. Je commence avec Abdoulaye Arazak qui est avec nous sur ce plateau ce soir. Il est administrateur de santé. Alors, si on doit ouvrir le volet de la maladie, on parlera éventuellement de ces mesures ministérielles vers la fin du débat. Mais la question de la maladie au Cameroun, est-ce que quand on regarde les chiffres pour ce qui est du paludisme, du sida et autres maladies de grande portée, est-ce que le Cameroun avance en termes de prise en charge? En termes de prise en charge, j'avais dit tantôt, ça dépend du volet par l'angle par lequel on attaque la prévention, de la promotion de la santé. En termes de prise en charge, je crois que le Cameroun en fait. Nous avons une très nette progression en termes de vaccination, en termes de promotion de la santé. Et je me dis, le paludisme, nous avons tout un programme. En tout cas, toutes les maladies qui sont les maladies tropicales négligées, les MAPE, toutes ces maladies sont prises en charge au Cameroun. Nous avons une nette progression. Mais seulement, il faudrait qu'on note qu'il y a du bémol à faire. Du bémol à faire, pourquoi? Parce que on parlait tantôt de la ressource humaine. Qui gère quoi et comment? C'est à ce niveau. Il faudrait qu'on arrive, comme dit le générique, à se resserrer les mains. Si nous tous, on se resserre les mains, d'abord la population, ensuite le gouvernement, maintenant tous les acteurs qui concourent à la réalisation de soins. En ce moment, nous parlerons de la prise en charge effective de la population en ce qui concerne toutes les maladies. Si on ne se resserre pas la main, si chacun ne joue pas son rôle, je me dis, nous serons toujours vers le même résultat. Docteur Yves Basson, est-ce que vous avez l'impression, je vais vous réitérer la question que j'ai posée tout à l'heure au précédent intervenant, est-ce que vous avez l'impression qu'on a progressé dans la prise en charge de ces maladies un peu plus meurtrières, le sida, le palu? Il a évoqué la prévention, la prise en charge quand la maladie est là au plan curatif. Est-ce qu'on a progressé ou est-ce qu'on en est? Oui, effectivement, nous avons fait de nets progrès par rapport à la prise en charge des maladies, beaucoup plus des maladies infectieuses et contagieuses. Mais le petit bémol que moi je soulignerais ici, c'est que déjà, il y a la prévention. On a l'impression que les mœurs se libèrent de plus en plus, alors que l'état des différentes endémies proscrit plutôt de telles attitudes. On a l'impression que les Camerounais de plus en plus se libèrent et beaucoup ne prêtent même plus attention à ces maladies. C'est pour cela qu'on voit que le rythme de contagion continue à augmenter malgré le fait que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour la prise en charge. Mais il n'y a pas que des maladies infectieuses. Nous avons des maladies métaboliques cardiovasculaires qui sont en train de gagner énormément du terrain. Et ceci, malheureusement, de manière silencieuse. Il y a quelques années, c'était difficile de voir un malade qui a un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, je pense que nous tous, dans nos familles, nous avons des malades diabétiques, des gens qui souffrent de l'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, qui sont en train de se développer. Donc, il ne faudrait pas seulement, parce qu'on a l'impression que beaucoup se sont focalisés uniquement sur les maladies infectieuses, alors que les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité et sont également les leaders en termes de dépenses de santé de par le monde. Donc c'est un aspect qui nous semble un peu négligé. Docteur Ampoire, au niveau du ministère de la Santé publique, on observe qu'il y a une multitude de programmes qui sont justement spécialisés dans la lutte contre des maladies. Et on a l'impression que là où il y a plus de guerres, c'est là où on a le plus gagné. Et aujourd'hui, il y a justement de nouvelles maladies. Est-ce qu'on ne concentre pas trop des énergies pour là où il y a moins de problèmes? Je pense que les politiques de santé qui sont menées partent d'un certain nombre de stratégies, notamment la stratégie sectorielle de santé, qui définit sur une période d'à peu près une décennie un certain nombre d'axes prioritaires. C'est vrai que tout à l'heure, selon ce que Dr Basson a dit que j'appuie, nous avons ces dernières années différentes maladies
non transmissibles, des maladies métaboliques qui ont pris le pas un peu sur ce qui était classique dans les pays tropicaux, qui étaient les parasitoses, les maladies bactériennes, ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, il a fallu que, il faut que nous nous adaptions un peu à qu'est-ce qui apparaît aujourd'hui comme les principales pics dans l'épidémiologie. Et je crois qu'avec, il ne faut pas oublier que le Cameroun aussi a signé un certain nombre de... On est dans le monde avec le système de coopération multilatérale et tout ça. Donc nous faisons, ça se passe. Donc il y a un certain nombre de programmes qui sont mis en place parce que ce sont des problèmes de santé publique qui doivent être adressés spécifiquement. Donc moi je ne suis pas contre cela. D'autant plus que dans certains cas, ça donne des résultats. Des résultats, par exemple, quand vous voyez comment on prend en charge aujourd'hui les problèmes d'hépatite, par exemple, qui sont très coûteuses. Une hépatite, c'est quand même, ça prend des traitements qui sont assez lourds. Ce sont des programmes qui permettent quand même de résorber ça. Mais est-ce qu'on est allé mettre dans ce qui, je ne sais pas si c'était ça le sens de la question, ce qui paraissait plus accessoire que d'autres? Je ne suis pas... Non, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, il y a le Comité national de lutte contre le sida, il y a le programme de lutte contre le paludisme, la tuberculose, mais on a l'impression que la guerre est un peu plus avancée là-bas et on continue à concentrer plus de moyens, alors qu'il y a des nouvelles maladies comme celles dont évoquait le docteur Basson, qui sont un peu comme oubliées, dont on ne se contente que de la réaction quand les cas sont déjà survenus. Non, ce ne sont pas des maladies oubliées. Est-ce qu'il n'est pas question de réfléchir à un système de lutte contre ces maladies-là aujourd'hui et de lâcher un peu au niveau des autres maladies qui sont aujourd'hui quand même déjà remarquables? D'abord, il ne faut pas lâcher ces maladies. On ne lâche pas sur les maladies. On doit continuer à mettre le maximum de moyens. Il faut toujours mettre le maximum de moyens pour la surveillance. Pour faire avancer ces causes-là. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il faut peut-être réorganiser, réorienter un certain nombre de choses. Peut-être dans la formation, peut-être dans l'intensité qu'on pourrait mettre pour prendre en charge ces différentes pathologies-là. Mais je ne suis pas d'avis qu'on abandonne. Parce que justement, quand on abandonne, bien quand on fait un bémol, on a un effet rebond derrière. Moi, je crois que ce qu'il faudrait plutôt... On peut revoir dans le système de santé, on a, quelqu'un l'a dit précédemment, parlé de prévention. Il y a la prévention, il y a la promotion de la santé, la prise à charge des cas. Il y a également le renforcement des plateaux techniques. Mais je crois qu'il faut agir, donc, ici pour aller un peu dans ce sens, il faut agir en amont en renforçant la qualité de vie. Pour les différentes maladies dont il a fait cas tout à l'heure, surtout les maladies métaboliques, c'est d'abord de soigner la qualité de vie. La qualité de vie qui ne veut pas dire avoir beaucoup de moyens, ça ne veut pas dire, voilà, c'est simplement soigner son hygiène de vie, faire du sport, regarder attentivement ce qu'on a dans son assiette, ne pas faire d'excès, dormir. Il y a tout un certain nombre de conseils et ça participe. C'est la promotion de la santé qui s'occupe de ça et qui devrait donc faire en sorte que ces maladies, en amont, il a parlé des AVC, je pense aussi qu'une des causes, c'est justement le système de vie que certains ont cru comme étant moderne ou alors d'aisance et qui finit par amener des problèmes de surpoids, des problèmes de... Et tout ça qui sont... Très bien. Docteur Pierre-Yves Basson, je voudrais justement vous interroger parce qu'il a ouvert grandement la porte sur la manière dont les Camerounais gèrent leur santé. D'aucuns se sédimentarisent, d'autres ne pratiquent pas du sport, d'autres ne font pas ce qu'il convient d'appeler, ne mettent pas un accent sur leur hygiène de vie, l'alcool, le tabac. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous dites qu'il y a certaines maladies qui sont en train d'émerger à cause de ces facteurs? Oui, mais je ne voudrais pas taper sur les populations, parce que le système de santé est organisé par
un département ministériel du gouvernement, qui est le ministère de la Santé. Et comme Abdul Razak disait, il y a la promotion de la santé, il y a la prévention. Et en disant cela, il a dit que la promotion de la santé va avec tout le monde. Il faut que chaque maillon participe. Mais justement, je veux Quelle est la part de responsabilité des populations camerounaises? Je pense que ce serait mieux de définir la part de responsabilité de tout un chacun. C'est-à-dire que nous prenons un exemple très simple. Il a parlé des hépatites. Je voudrais vous dire que, puisque moi je vis à Bamenda, la vaccination pour prévenir l'hépatite B, ça peut être 3000, 3500. Et vous avez besoin de 3 doses. Ça veut dire que pour prévenir cette maladie, vous avez besoin de 10 000 francs. Maintenant, si vous constatez la maladie, vous avez besoin d'un bilan annuel qui va dans les 200, 250 000 francs pour toute votre vie. En absence de complications, parce que si vous avez des complications, il y a d'autres dépenses qu'il faut faire. Je parle bien de l'hépatite B. Cela veut dire que vous vous rendez compte que pour quelqu'un qui a 30 ans, qui atteint l'hépatite B, qui devrait vivre sur 70 ans, il a 40 ans, donc il aura l'obligation de dépenser tous les ans 200 000. Si vous faites des calculs, on est autour de 8 millions et plus. Alors qu'il aurait pu prévenir cela avec 10 000 francs. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que pourquoi les Camerounais ne sont-ils pas tous vaccinés? C'est là où nous interpellons le rôle du gouvernement qui devait jouer un rôle paternaliste. Nous pensons qu'il y a des méthodes de prévention aujourd'hui que le gouvernement pourrait imposer d'une manière ou d'une autre. Et je peux même aller plus loin pour vous dire que, même au niveau du personnel soignant, cette mesure n'est pas obligatoire. Alors que nous sommes exposés. Aujourd'hui, on trouve les étudiants en médecine qui ont la faculté de médecine. Et dans le dossier de composition, c'est-à-dire que pour que vous soyez reçu, on pouvait l'introduire. Donc ce que nous voulons dire, c'est que... Est-ce que vous proposez au gouvernement camerounais de demander à la police de mettre en cellule toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées? Non, ce n'est pas ce que nous disons. C'est pas ce que nous disons. Nous parlons de la promotion. Par exemple, si vous prenez l'avion pour aller, qu'est-ce qu'on vous demande à l'aéroport? Le carnet jaune. Voilà, on vous le demande. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Là où il y a le contrôle de police, on peut mettre un agent sanitaire. Ce n'est que des idées de réflexion. Ce que nous voulons dire, c'est que aujourd'hui, un homme de 45 ans, il devait annuellement faire l'examen de la prostate pour essayer de voir. Mais si vous voyez, ce que nous voulons dire, c'est que la prévention, elle est extrêmement moins chère. Et donc nous pensons que la responsabilité revient beaucoup plus au gouvernement parce qu'il a la connaissance, il sait ce qu'il faut faire. Les populations doivent être éduquées, mais est-ce qu'elles sont éduquées? C'est ça la question. Vous faites vous-même le bilan annuellement? Ah, bien sûr. Abdul Razak, l'un des problèmes aujourd'hui, peut-être avant que vous ne réagissiez, ou bien je vous permets d'abord de réagir parce que vous brûlez d'envie de réagir après, moi, je voudrais dire, après Dr Basson. C'est là où on est en train d'aller, si je peux me permettre, en brousse. Parce que nous pensons que la santé publique, c'est l'hôpital. Voilà. La santé publique, ce n'est pas l'hôpital. Si nous mettons tout ce qu'il y a en termes de promotion, en termes de prévention, qui dit promotion, dit sensibilisation, dit éducation, il y a tout c'est-à-dire il y a un certain nombre d'actions à entreprendre. Qui dit prévention, ça entre dans la vaccination, dans tout ce que le docteur a dit. Pour que le Camerounais arrive à l'hôpital, c'est quand on a tout raté. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui se passe, on met le ministère de la Santé. Est-ce que ce n'est pas justement l'échec au niveau de la sensibilisation? Est-ce que ce n'est pas un échec au niveau de la sensibilisation? Et cette sensibilisation vient de tout le monde. Ce n'est pas le ministère de la Santé. Il faut d'abord qu'on commence. Quelle est l'éducation que le parent donne à la maison à l'enfant? Moi, je ne suis pas d'accord. Et dès que tu finis à la maison, laisse d'abord. Le parent commence. La santé, c'est d'abord toi-même, avant d'inviter le gouvernement ou le personnel de la santé. Et maintenant, dès que tu finis à ce stade, c'est en ce moment que le gouvernement prend le relais. Peut-être je comprends le docteur Yves Basson. Il dira peut-être que tous les parents n'ont pas la connaissance de tout ce que vous connaissez. Quelle est cette société qui ne connaît pas la sensibilisation? Pour sensibiliser, il faut connaître. Docteur Basson, exactement. Pourquoi aujourd'hui au ministère, pourquoi au ministère de la Santé, on a permis que la population participe? Pourquoi il y a les comités de gestion? Pourquoi on fait participer les chefs traditionnels? C'est pour que tout le monde se sente concerné. Docteur Basson ne peut pas se présenter devant une population qui n'a pas été préparée par un comité de gestion, par un COSADI. Je prends un exemple, Abdul Razak. Est-ce que il y a quelque chose dont on vient de dire le docteur Basson sur les hépatites? Est-ce que le parent lui-même connaît ce que le docteur Basson vient de dire? Comment il va dire, va éduquer peut-être les enfants sur ce que lui-même ne connaît pas?
Il ne faudrait pas donner aux parents le rôle de connaître la maladie dont ils souffrent. Il faut donner aux parents la chance de comprendre que moi, en tant que parent, chaque semaine ou bien chaque mois, je dois me rendre vers une formation sanitaire. Il faut comprendre le bien fondé. Il faut d'abord avoir été éduqué. Et c'est le rôle c'est ça qui fait santé que publique. Non, chacun joue son rôle. Le ministère de la Santé publique met un certain nombre de drafts. Alors, je vais peut-être vous aider. Oui, peut-être qu'il y a une réaction de Dr Yves Masson. Oui. Peut-être qui tarde à sortir, mais qui va sortir quand même. Allez-y. Ce que je vais dire, je vais prendre un cas qui est très simple. Oui. Moi, je suis médecin neurologue. Et je peux vous dire qu'à la naissance, beaucoup d'enfants souffrent de ce qu'on appelle l'asphyxie néonatale. Je préfère prendre un thème parce que quand je le dis, je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Alors, je peux demander à M. Abdourazak s'il a un enfant qui doit naître. Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme pour l'éviter? Il faut qu'on comprenne, parce qu'on a l'impression que dans la prévention, il y a certains domaines. Parce que peut-être s'il maîtrise certaines méthodes préventives, il se dit que tous les parents sont censés les maîtriser. C'est-à-dire que l'expertise appartient au ministère de la Santé publique. Et c'est au ministère de la Santé publique de rendre la connaissance disponible. C'est pour ça que l'une des missions du ministère de la Santé publique et du personnel soignant, c'est justement la promotion de la santé. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pour ça que disons que l'initiative part du ministère de la Santé publique. Une fois les parents sensibilisés, ils peuvent continuer de relayer l'information. Mais à la base, celui qui est l'initiateur, c'est le ministère de la Santé publique. Alors justement, je voudrais peut-être pour qu'on en parle un peu plus, l'un des problèmes aujourd'hui dans nos formations hospitalières qui fait problème, c'est justement la mortalité maternelle et infantile. La guerre est continue, mais on continue de voir des femmes qui meurent en donnant la vie. Qu'est-ce qui fait problème, Dr Basso? Non, il y a déjà, le problème se trouve, nous pouvons dire, c'est à 3 niveaux. Il y a au niveau du système de santé et puis au niveau de la population. Au niveau du système de santé, il y a un problème en termes d'effectifs, c'est-à-dire que c'est vrai, on a un certain nombre de personnel, mais la carte sanitaire n'est pas répartie. Aujourd'hui, les études montrent que jusqu'à 30% des femmes continuent à accoucher en l'absence de la moindre assistance médicale. Donc, il y a un problème au niveau du personnel. Tout le monde et tous ne sont pas disponibles. Et même lorsqu'ils sont disponibles, ils ne sont pas auprès des populations. C'est la première chose. Et le deuxième aspect, c'est en termes de compétences et d'équipement. Il y a des gens qui se lancent dans l'assistance, l'accouchement, qui n'ont pas les compétences. Nous pouvons prendre par exemple les accoucheuses traditionnelles dans le Grand Nord. Elles reçoivent certes une formation, mais c'est une formation basique qui ne permet pas, au-delà de l'accouchement simple, de pouvoir secourir la femme. Ça, c'est au niveau du système de santé. Maintenant, au niveau de la population, il y a les mœurs, il y a les traditions. Si aujourd'hui, dans certaines cultures, on se dit qu'un homme qui voit la nudité d'une femme, ce n'est pas normal. Donc, il y a peut-être une femme qui arrive et qui trouve que le maïticien, dont en fait l'infirmier accouché est de sexe mâle, et il se dit que peut-être ce serait pas mieux de se déshabiller devant lui. Donc il y a l'aspect culturel du côté de la population, et il y a aussi également certains manquements au niveau du système de santé. Allez, probablement le dernier axe de notre émission ce soir, ça va porter sur le médicament. Arnaud, je voudrais donner la parole à celui qui est le mieux placé ici pour en parler. Quel est l'état de santé du médicament sur le sol camerounais en cette date de 9 avril 2019 au Cameroun? C'est une question qui est assez vaste, mais je vais tout faire pour essayer de la circonscrire à quelques aspects. Pour ce qui concerne déjà le médicament, il faut dire que dans notre système de santé, nous avons une partie des médicaments, un peu moins de 5%, qui est produite localement. La grande partie est importée, et pour qu'elle soit importée et mise sur le marché, il faudrait qu'elle passe par un système d'assurance qualité qui comprend l'homologation, le contrôle qualité et d'autres fonctions comme la pharmacovigilance et les autres fonctions que je n'ai pas envie de citer ici pour ne pas être long. Après cela, donc, il doit entrer dans un système national d'approvisionnement et de distribution qui comprend un système public et un système privé. Tout ça a donc, il y a donc des gens qui distribuent dans le système public et dans le système public. Tout ça aboutit à la délivrance à la fin aux populations de médicaments qui auraient été en amont évalués sur leur qualité, leur sécurité. Dans certains contextes, ils sont dispensés avec un coût. Dans d'autres, ils sont dispensés
à titre non onéreux. C'est comme ça un peu le système que j'ai voulu décrire sommairement. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est un système qui a beaucoup de défaillances, il y a beaucoup de problèmes, il y a des aspects qui marchent, il y en a d'autres qui marchent le moins. La partie qui est plus visible de la population, c'est déjà que vous avez remarqué que le médicament, qui, comme je viens de vous l'indiquer, doit être dans un système qui est balisé, qui est normé, sur le plan de sa qualité, de sa régulation même, et sur le plan des structures et des personnels qui le dispensent, est sorti sur un pourcentage qui est assez élevé de ce système-là. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, dans certaines conditions, garantir la qualité, la sécurité et l'innocuité de certains médicaments dans certains contextes, pas dans les contextes qui sont balisés. Je voudrais parler de quoi? Je voudrais parler de tous ces médicaments qui se trouvent en dehors du circuit normal. Dans le système illicite. Et pas seulement un problème de circuit. Le circuit, c'est une chose. Il y a également le médicament qui peut être contrefait. Qui peut être faux, falsifié, sous standard. Donc, c'est cette partie-là qui nous interroge le plus. Alors, si on insiste, pardon Ghislain, si on insiste sur le volet contrôle, ou bien sûr, si on insiste au niveau du contrôle, est-ce que le Cameroun dispose justement du matériel pour contrôler la qualité des médicaments? Vous voulez sûrement dire de structures pour contrôler la qualité des médicaments et des pertes et des œuvres. La structure, elle existe. Non, mais est-ce que le dispositif... Vous parlez de matériel. Le matériel. Si vous dites matériel, je vais dire oui. Hein. Oui, on peut avoir une structure sans matériel. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pour contrôler la qualité des médicaments, je vous ai dit tout à l'heure qu'en amont, que ce soit produit localement ou pas localement, il faut évaluer ces produits-là sur les domaines dont j'ai parlé. Pour cela, il y a au Cameroun une commission nationale d'homologation qui comprend 7 sous-commissions spécialisées dans lesquelles on peut évaluer. Il y a un laboratoire national de contrôle de qualité qui, bon an mal an, fait un certain nombre de travaux, qui est engagé, le laboratoire est équipé, il est engagé dans un processus de certification. Il fait un certain nombre de contrôles. Il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout. Je peux le dire déjà. Mais le système est fait de telle manière que les médicaments, ça, il faudrait que je le dise ici, les médicaments qui sont évalués tout à fait normalement dans ce système-là, on peut garantir que ce sont des médicaments de qualité. Parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises à ce niveau-là. On peut améliorer. Et vous connaissez l'autre pays, il peut y avoir des failles par-ci, par-là, mais le système, lui, il est bien balisé. Le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Le problème se trouve dans les différentes failles qui peuvent avoir le système. Quand il sort et qu'il est manipulé autrement, parce que le médicament qui est vraiment contrefait, il ne va jamais passer dans ce système-là. Dans ce système-là, ou alors, s'il y a des cas qui sont où il pourrait avoir des médicaments de mauvaise qualité, dans ce système-là, c'est vraiment résiduel. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour la plupart des médicaments, je dis bien, ceux qui sont contrefaits, hein, les médicaments contrefaits ne passent pas par ce système-là. Ils ne passent pas par ce système-là. Mais ils entrent au Cameroun. Vous énumérez si bien qu'il y a un processus, il y a un bon circuit. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir des faux médicaments dans la rue? Est-ce qu'il n'y a pas de défaillance au niveau de l'ordre des pharmaciens du Cameroun? Non, ce n'est pas l'ordre des pharmaciens qui fait entrer les médicaments au Cameroun. Ce n'est pas le travail de l'ordre. Voilà. Il y a donc plusieurs défaillances. Ça, c'est donc justement le problème. Le problème, c'est donc qu'à l'intérieur du Cameroun, déjà, il y a un certain nombre de personnes qui fabriquent de faux médicaments, qui contrefont. Il y a autour de nos pays, ça vient. Il y a des pays plus loin qui font entrer des médicaments qui sont faux, falsifiés ou sous-dosés. Vous avez également, à côté de cela, le médicament qui, lui, était dans le bon circuit, et il sort du circuit, et on ne peut plus le contrôler, on ne peut plus savoir ce qu'il devient. Je voudrais vous dire simplement que dans ce circuit-là, vous avez
tout et n'importe quoi. Les statistiques, j'ai vu des statistiques qui parlent d'une quarantaine de pourcents, 31%, c'était assez élevé. Mais je voudrais rassurer, parce que ça c'est vraiment ce qu'il faut dire. Le médicament qui a été évalué normalement dans le circuit, il est très peu susceptible qu'on ait un mauvais médicament de ce côté. C'est une affaire de régulation d'un côté et de SINAM, le Système national d'approvisionnement de l'autre côté. Mais moi, je pensais que vous alliez me demander pourquoi est-ce que nous avons donc tous ces médicaments qui circulent. Peut-être on y arrive, voilà. Mais si vous anticipez, répondez-y. Voilà, justement. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à combattre cela? Parce que c'est ça la question. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à combattre cela? Alors, déjà, je voudrais dire que... Peut-être parce que les médecins entretiennent le circuit, docteur Basson. Non. En fait, le système, tout se tient dans notre système de santé. En réalité, tout se tient. Il y a deux problèmes, et je vais revenir dessus. Nous refusons de respecter les standards internationaux, et nous refusons la régulation, et donc nous tolérons le désordre. C'est comme ça qu'il faut résumer cela. Ça veut dire qu'on sait qu'on a le circuit. Le Cameroun n'a pas de frontières qui sont absolument poreuses. On sait comment ces médicaments rentrent, on sait qui les détient, on voit ces médicaments circuler dans la rue. Donc on ne peut pas venir mettre la charge sur les médecins. Alors je vais parler d'un cas le plus récent, c'était le 25 janvier. Le ministre de la Santé publique est retiré du marché camerounais justement un médicament qu'on appelle le chlorhexidine. Parce qu'il y a un certain nombre d'enfants qui avaient présenté des symptômes qui n'étaient pas bien. Est-ce qu'il faut attendre, subir, si on a tant de moyens pour contrôler le médicament, s'il y a tant de moyens pour assurer le contrôle de la qualité, est-ce qu'il faut attendre subir pour retirer un produit du marché? En réalité, je ne suis pas tellement d'accord avec Dr. Mponsi qui dit que nous avons des moyens pour contrôler. Moi, j'ai l'impression plutôt que nous n'avons pas les moyens. Nous avons des structures. Nous avons des structures. Mais nos structures ne sont pas capacitées à pouvoir faire ce travail. Je vais par exemple prendre un exemple très simple. Récemment, nous avons appris qu'au Kenya, il y a le clergé qui décourage les populations à prendre certains vaccins parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale veut devenir pharmaceutique et chimique. Nous pensons que le véritable problème, c'est que nous laissons les autres décider à notre place. Et pensons qu'il est peut-être temps pour le gouvernement... C'est les grandes firmes qui disent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous? Non, c'est-à-dire qu'on fait une confiance aveugle. Beaucoup de médicaments, j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui sont proches de l'ANACOM, donc qui font le contrôle de la qualité des médicaments, qui vous disent que la majorité des médicaments qui passent par le circuit ne sont pas contrôlés. Ça, c'est une information qui est juste, c'est-à-dire qu'il y a un circuit. Mais les gens n'ont pas de réactifs, n'ont pas de matériel pour pouvoir contrôler. Parce que ça, c'est la chimie synthétique. Ce n'est pas aussi simple comme ça de pouvoir dire que tous les médicaments qui entrent, ils sont soumis au contrôle. Ils ne sont pas contrôlés. Et laisse-moi vous dire qu'il y a des médicaments qui suivent le circuit qui, en Occident, sont escortés avant d'être embarqués pour venir au Cameroun. Ça veut dire qu'eux, là-bas, ils trouvent certains médicaments dont ils ont une qualité douteuse et qui les envoient, mais qui passent par le circuit. Donc, alors je vais finir avec vous peut-être sur la question des médicaments. Docteur Basson, il se dit que le médecin prescrit le médicament du conseiller médical, non, du délégué médical avec qui il est le plus complice. Non, pas du tout. Je pense que c'est juste un cliché qui est attribué aux médecins. C'est pas vrai. En tout cas, en ce qui me concerne, beaucoup de confrères que je connais, c'est pas vrai. Nous prescrivons le médecin qui est accessible financièrement aux patients et qui est également efficace. Est-ce qu'il y a des égarements quand même du genre des médecins qui ont des deals avec il y a toujours des égarements, mais je pense qu'il faut regarder au-delà de ces égarements parce que s'il y a un égarement, c'est un égarement qui est motivé. Et si l'égarement est motivé, c'est parce qu'il y a un manquement à combler quelque part. Et s'il y a un manquement, c'est parce que peut-être celui qui rémunère n'a pas bien fait son travail. Je voudrais poser la question à Abdul Razak, mais juste une parenthèse. Il faudrait que je pose très rapidement parce que je voudrais très rapidement poser la question de savoir quel est, selon vous, à entendre, est-ce qu'on prescrit le médicament à la tête du client, entre guillemets? Je ne vais pas me mettre à la place du prescripteur simplement parce que le prescripteur, il prescrit, je suppose, en âme et conscience, parce qu'il pense que ce qu'il prescrit est ce qui va pour la pathologie. Donc, je ne vais pas faire un procès d'intention par rapport à quelqu'un qui a une obligation de moyens. Donc, il pense que c'est le meilleur moyen pour traiter la pathologie. Je voudrais revenir juste un petit moment sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut bien comprendre que pour avoir un médicament de qualité, il faut qu'il soit évalué.
sur le et pour l'évaluer, il faut qu'il passe par cette commission d'homologation, qu'il passe par le système d'assurance, de contrôle de qualité, qu'il passe par la pharmacovigilance après, qu'on vérifie, qu'on regarde le post-marketing et tout ça. Toutes ces fonctions existent. Mais nous sommes dans un pays qui manque de moyens. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je voudrais vous dire que ce système existe. Mais est-ce qu'il remplit pleinement son rôle? Je ne suis pas certain. Pour des problèmes de moyens, pour donner un peu ce qu'il a dit sur l'ANACOM, par exemple, pour évaluer la qualité, il y a les contrôles physico-chimiques, il y a d'autres, des contrôles biochimiques, bactériologiques et tout ça qu'on fait par la suite, un certain nombre de tests. S'ils n'ont pas tous ces moyens-là, ils s'arrêtent à un niveau. Par contre, c'est un système qui se tient. C'est-à-dire que quand on va homologuer un produit, par exemple, qui vient de France ou de n'importe où, une des conditions, c'est que le produit qu'on homologue là, lui-même, il a été homologué, mis sur le marché dans le pays où on l'a fabriqué. Donc, c'est déjà une petite façon de s'assurer en amont. Ça ne veut pas dire que... tricherie. Non, écoutez, laissez-moi finir. Non, je vais finir en disant que pour aller plus loin, ça c'est au niveau du Cameroun, mais plus loin maintenant, le système, on a harmonisé les procédures. Au moment où je vous parle, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et vous êtes certainement au courant qu'il y a une agence du médicament qui est en train d'être mise en place au niveau supranational qui est l'OUA. Donc c'est pour dire qu'il y a un certain nombre de procédures qui font en sorte que je ne suis pas en train de dire que 100% de médicaments qui sont au Cameroun sont sûrs. Mais ce que je dis, c'est qu'à notre niveau, pour ce qu'on fait, il y a certainement un certain nombre de manquements, mais le système est fait en sorte que nous pouvons quand même dire que le médicament qui est dans le circuit licite, là, il est de qualité. C'est ce que je voulais faire comprendre. Abdou Azar, peut-être ça va nous permettre d'évoquer un peu la question d'éthique du personnel médical. Est-ce que on ne doit pas s'attaquer aujourd'hui justement à ce problème qu'il y a dans les hôpitaux où les médecins et les infirmiers sont des canaux de distribution de faux médicaments? Moi, je voudrais dire avant de revenir sur votre question, au Cameroun, on aime toujours tomber là où il y a la plaie. On ne voit pas là où il faut d'abord arrêter avant que la plaie ne vienne. Les médicaments entrent par où? Le poste de santé des frontières. Qu'est-ce qu'on en fait? Les acteurs qui y sont avant que ça arrive au Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait au poste de santé des frontières? Il faut qu'on essaie de revoir. Quels sont les gens qu'on met au poste de santé de frontières? Est-ce qu'il y en a les postes de santé de frontières à tous les niveaux? Au niveau maritime, au niveau aérien, à l'aéroport, au niveau routier. Donc il faut qu'on voie dans tous ces domaines-là. Deuxième, pour revenir maintenant au niveau de l'hôpital. Aujourd'hui, je prends le cas de Dr Basson. Il est neurologue. Il est mis à la tête d'une formation sanitaire. Je vous mets au défi. Après 1 an, 2 ans. Il a dit qu'il refuserait. Non, je vous donne un cas de figure. Après 1 an, 2 ans, allez dans cette formation sanitaire. Vous allez voir le service de neurologie. Il sera développé. Par rapport aux autres services. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné, c'est-à-dire on n'a pas permis à Dr Basson d'être dans son couloir et dans les conditions minimales et d'être confiant dans ce qu'il fait. S'il a cette confiance, là où je suis, je peux m'épanouir, je peux exercer et je peux avoir les mêmes droits et les mêmes avantages que tout le monde. L'infirmier qui administre les soins, parce que le médecin ausculte par rapport à un certain nombre de faits que le patient lui dit. Maintenant, après cela, c'est l'infirmier qui administre les soins. Si l'infirmier a le minimum requis et la considération requise, je crois que le médecin même ne voudra pas prolonger la durée du patient ou bien augmenter le nombre de prescriptions en fonction de ce qu'il a comme quelque chose à relever ou bien dans sa tête. C'est qu'il faudrait que dans ce mariage, médecin, infirmier, pharmacien, vigile, réceptionniste, manager, il faut qu'il y ait l'établissement d'un contrat de confiance. Docteur Basson, je voudrais que vous réagissiez quand même sur
un fait qui a fait beaucoup de bruit. Cette photo qu'on a vue et ces images vues sur les réseaux sociaux et sur les médias des infirmiers à l'hôpital de Dedo, à l'hôpital district de Dedo, sur le cas du jeune Blériot. Le ministre de la Santé a pris une mesure disciplinaire justement pour suspendre les infirmiers en question. Un commentaire? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'il y a une bavure, nous pensons que la sanction est nécessaire. Ça faut être honnête. Et d'une part, nous pensons que nous tous qui sommes ici, personne ne souhaiterait voir son proche mourir, rendre l'âme à mon Dieu vision. Donc ces images-là sont insoutenables, intolérables. Violation de la confidentialité des soins. Je pense que même les collaborateurs qui peut-être par mégarde ont posé cet acte, je pense qu'en leur être intérieur, ils ont des regrets. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de jeter encore plus d'huile au feu. Nous pensons que le ministre de la Santé publique avait diligenté une enquête. Après, il a réagi par rapport aux conclusions. Le directeur de l'hôpital également a été sanctionné. Sa faute, à quel niveau il a fauté? Il y a une enquête qui a été diligentée. Les conclusions peut-être ont été remises au ministre de la Santé publique. Il a en possession des détails que nous n'avons pas. Maintenant, laissez-moi dire que le personnel qui a été sanctionné a les moyens de recours. S'ils ont l'impression qu'ils ont été abusés, il y a les moyens de recours par rapport aux autres professionnels, par rapport aux tribunaux administratifs, où ils peuvent se plaindre pour qu'ils soient rétablis dans leur droit. C'est pourquoi vous les encouragez en tant que... Non, pas du tout. Je dis, en leur âme et conscience, s'ils ont l'impression qu'ils sont irréprochables, ils peuvent utiliser différents moyens de recours. Docteur Christophe, ça va être votre dernière prise de parole, votre dernier mot. Oui, simplement pour dire que nous avons un système de santé qui fait son bonhomme de chemin, qui est à parfaire, mais surtout dans le domaine qui me concerne, le médicament, nous voulons exhorter nos pouvoirs publics à faire en sorte que le médicament soit protégé pour que les malades eux-mêmes soient protégés dans l'intérêt de la santé publique. C'est-à-dire que nous fassions en sorte que le médicament ne circule plus tout à fait comme il circule là, qu'il se retrouve n'importe où, et surtout qu'on fasse également en sorte que les gens pratiquent leur profession dans les conditions, étant entendu que eux-mêmes, les professionnels, doivent balayer à leur porte, devant leur porte. Allez, messieurs, malheureusement... Docteur Basson voulait dire un dernier... Oui, c'est seulement... Vraiment, quelques secondes, parce qu'on est à la fin de l'émission. J'aurais le regret de ne pas le dire, parce que cet incident sur Blériot, qu'on n'a pas malheureusement évoqué ici, je pense vraiment qu'il y a quelque chose que Wissam Chachi a dit, c'est que les difficultés sont pour nous des opportunités. Ce que nous voulons dire, c'est que l'incident de ce jeune nous rappelle ce qui s'est passé à Ezeka et bien d'autres incidents. Et nous avons l'impression que nous n'avons pas appris de nos erreurs. Donc nous pensons que nous devons nous poser des vraies questions au-delà d'indexer les différents confrères, de se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que le système met à la disposition du peuple toutes les chances pour pouvoir survivre en cas de distress? Docteur Pierre-Yves Basson, président du syndicat des médecins du Cameroun, c'était un honneur. Vous êtes parti de Bamenda pour venir participer à cette émission. Infiniment merci également à Abdoulaye Razak, qui est naturellement installé royalement à Yaoundé. Il est administrateur de santé. Infiniment merci d'être venu. En politique dans les jours à venir éventuellement. Merci au docteur Christophe Ampouam, il est médecin. Et on ne va pas rappeler la litanie. Pharmacien, je vous en prie. On ne va pas rappeler le plus clair de ces titres qu'il conduit. Qu'il porte si bien, c'est le vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun, mais également, on l'a rappelé en début d'émission, le secrétaire permanent du Forum international pharmaceutique. Eh bien, il faisait partie du panel des invités de cet autre rendez-vous de Mosaïque, et nous, on met la clé sous le paillasson. Arnaud Guévac. On va mettre la clé sous le paillasson en disant merci à l'équipe technique conduite par Parfait Zambo, merci à Léonard Dombo, merci à Richard Inama, merci à Lionel Kepse, merci à tous ceux qui ont contribué, à Marie-Claire Ekoué qui ont contribué à la production de cette émission. À mardi prochain. Notre diversité linguistique, ethnique, culturelle et